In Prima, le rendez-vous culturel sur Alta Frequenza, tous les jours à 8h30. Bonjour à tous et bienvenue dans In Prima. Bonjour William. Bonjour Anouk. Aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir William Rosten. William, alors on va te présenter à nos auditeurs. William, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste en neurosciences. Tu travailles à l'Université Pierre et Marie Curie, à l'Institut de la Vision. Tu es président de la Société de biologie, créée en 1848 par Claude Bernard. C'est quand même pas rien. Oui, je suis très honoré. Bah oui, et nous donc de te recevoir sur Alta Frequenza. Alors, William, on va passer la semaine ensemble. Tu passes du temps en Corse, on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot. Et tu vas notamment intervenir à la fin de cette semaine, le vendredi 9 octobre, à la médiathèque de Pietrosella. Donc, il faut tout de suite rassurer les auditeurs parce qu'on va parler ensemble, mais on n'aura jamais le temps de tout dire. Mais ils pourront ensuite continuer à t'écouter ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'abord du scientifique que tu es, avant qu'on parle de tes livres, puisque bien sûr on va ensemble aborder cet aspect de ton travail. Oui, j'ai commencé ma carrière comme d'autres jeunes passionnés par un métier fantastique qui est celui de la recherche, en particulier de la recherche biologique. Et tout au début, j'ai travaillé sur les hormones, un mot que beaucoup de gens connaissent et qui sont très utiles et parfois un peu embêtantes. Et ensuite, je suis passé pour travailler en particulier sur le cerveau, parce qu'il existe des relations très étroites entre notre cerveau et nos hormones, puisque notre comportement dans la journée, en particulier celui des dames, peut changer en fonction du taux d'hormones que l'on peut avoir, puisque ces hormones, qui sont fabriquées par plusieurs organes qu'on a dans le corps, peuvent atteindre le cerveau et modifier l'activité de certaines cellules qu'on appelle des neurones et qui donnent justement la possibilité d'avoir tel ou tel comportement en fonction de la journée. Et tu es en train de me dire que tu t'es tourné vers la recherche pour comprendre le comportement des dames. William, je me pose la question. C'est vrai que les toutes premières études que j'ai faites, c'était justement sur les rythmes hormonaux, en particulier chez la femme, et comprendre comment l'hormone principale qui permet l'ovulation pouvait être régulée par le cerveau. Un sujet de recherche dont on comprend bien que les implications sont quand même très concrètes. Oui, puis depuis, la pilule est à la base aussi de ce genre d'études, par exemple. D'accord. Donc, alors, mais pourquoi l'Institut de la Vision ? Ah, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand j'étais directeur d'un groupe de recherche à l'INSERM, parce que c'est un peu ça, c'est des groupes de recherche, et il y a aussi un directeur qui a la meilleure position, mais aussi la plus mauvaise position, c'est-à-dire de recevoir tous les embêtements que l'on peut avoir dans la vie courante. Eh bien, j'avais un groupe qui travaillait sur l'œil en ophtalmologie, puisque eux ne savaient pas où aller travailler. Et j'étais à l'hôpital Saint-Antoine à Paris à l'époque, et donc je les ai reçus, et j'ai trouvé que c'était captivant, tout simplement parce que l'œil est un petit cerveau en lui-même. On a tout dans l'œil, on a des cellules nerveuses, on a des systèmes électriques, exactement comme on peut l'avoir dans notre cerveau. Et c'est beaucoup plus facile d'étude, puisque l'on peut agir sur l'œil d'une manière beaucoup plus simple que d'aller chercher quelque chose dans le cerveau. Voilà, pour essayer de comprendre comment ces petites molécules, qu'on appelle des neuromédiateurs ou des neurotransmetteurs, peuvent agir. Donc tu as décidé de rentrer dans le cerveau par l'œil. Oui, depuis quelque temps, et c'est passionnant parce que l'Institut de la Vision est un institut assez rare d'ailleurs dans le monde, il y en a 2 ou 3 comme ça. Il est maintenant devenu assez célèbre puisqu'on fait des rétines artificielles par exemple, mais mon travail principal a été sur une autre pathologie extrêmement invalidante qu'on appelle le glaucome. Et ça coûte encore beaucoup plus cher à la sécurité sociale parce qu'à côté de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, le glaucome peut se manifester beaucoup plus tôt dans la vie et les traitements sont efficaces mais pas encore suffisamment efficaces et c'est pour ça qu'on essaie de trouver des nouveaux traitements. Alors bon, évidemment, des enjeux énormes, quelque chose, on voit bien que tu as une carrière qui a dû quand même pas mal t'occuper et tu as trouvé le temps d'écrire. Oui, c'est écrire n'importe comment, on ne fait que ça parce qu'on écrit des articles scientifiques. C'est
on passe notre temps à écrire. On lit et on écrit énormément en sciences. On lit, on écrit et on fait des demandes de fonds. Mais tu as fait aussi le choix d'écrire des choses que tu n'étais pas obligé. Ça, c'est autre chose. Parce que ce que j'ai vraiment compris aussi dans ma carrière, c'est que quand on lit, on retourne dans le passé souvent pour lire. Et on croit, nous, qu'on a fait une très très grande découverte nouvelle. Et en fin de compte, si on cherche bien dans la littérature, on s'aperçoit parfois que 100 ans avant, 200 ans avant, eh bien, d'autres personnes avaient déjà émis l'hypothèse de cette découverte. Ça, c'est une chose, on va en parler, c'est une chose qui revient souvent dans tes livres. Là. Mais oui, et c'est pour ça que ça m'a intéressé. Il a fallu prendre un angle d'attaque. Et l'angle d'attaque est rarement utilisé, d'ailleurs, qui est celui de l'histoire des sciences. De l'histoire et du roman. Oui, et pas vu sous la forme d'un historien, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas historien de carrière. Et ce que j'ai voulu faire, c'est utiliser le roman, parce que c'était la meilleure façon, à mon avis, de faire passer les choses auprès du grand public. Alors on va essayer, on a toute la semaine pour essayer de comprendre pourquoi. On va tout de suite le dire aux auditeurs, puisqu'à partir de demain, on rentrera dans le détail de tes livres. Donc 2 romans historico-scientifiques parus chez l'Harmattan, et donc évidemment dont toutes les coordonnées seront disponibles en ligne sur notre site internet. Et puis un ouvrage donc historique, une biographie de Paul Bert, et un ouvrage également jeunesse sur le cerveau. Ce sont les 4 ouvrages dont nous allons parler au long de la semaine. William, je te remercie d'être parmi nous et je te dis à demain. Merci beaucoup, à demain. Bonjour à tous, bienvenue dans InPrime. Bonjour William. Bonjour Anouk. On se retrouve donc pour la 2e fois cette semaine pour parler de tes ouvrages. William, nous avons brièvement évoqué hier ton parcours scientifique, spécialiste en neurosciences, spécialiste du cerveau. Tu travailles à l'Institut de la Vision, tu es directeur de recherche à l'INSERM. Tu nous as parlé de tes travaux donc sur les hormones au départ, travaux sur les mystères du cerveau, vus notamment à travers donc à travers l'œil, tu nous parlais aussi de recherche médicale et d'implication par rapport au traitement du glaucome. On a parlé vraiment de ton parcours, un parcours tout à fait impressionnant, et qui t'a laissé le temps donc d'écrire, en plus de tes publications bien sûr scientifiques, d'écrire des romans. Des romans. On va commencer par là peut-être. On va commencer peut-être par parler de... Je voudrais qu'on commence par parler de Paul Bert. Paul Bert, donc tu as publié 2 ouvrages sur Paul Bert. Le premier s'intitule Je suis Paul Bert. Oui, c'est l'héritage de Paul, le premier. Ah oui, pardon, oui, ça a été le contraire. C'est dans l'autre sens. Oui. C'est l'héritage de Paul. Alors, l'héritage de Paul, publié aux éditions l'Harmattan, c'est le roman. L'héritage de Paul qui raconte, donc, sous une forme romancée, la vie de Paul Bert, dont tu vas nous dire un mot, bien sûr, du choix de ce personnage formidable. Et donc, du coup, c'est ton 2e ouvrage qui est, lui, une biographie non romancée. Absolument. De ce même Paul Bert, paru chez Jacques André. Je suis Paul Bert, paru en 2015, chez Jacques André, donc après. Alors, pourquoi Paul Bert, déjà? Et ensuite, quelle différence entre écrire un roman et écrire l'histoire d'un homme? Alors, c'est une très bonne question. Je voulais donc toujours essayer d'écrire, si j'avais à parler de mon métier, de le faire d'une manière romancée, parce qu'un essai est lu par quelques personnes qui nous connaissent ou qui sont dans le domaine, c'est assez rare qu'il ait une ouverture beaucoup plus grande. Et il y avait un personnage historique qui m'intéressait beaucoup, puisque c'est lui qui a fondé la physiologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est Claude Bernard. Je suis allé chercher, comme tout le monde, un peu sur Internet, qu'est-ce qu'on avait écrit sur Claude Bernard. Je connaissais certains de ses écrits, naturellement. Il n'y avait pas grand-chose. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que Claude Bernard n'était pas un bon personnage de roman. Parce que pour être un bon personnage de roman, il faut que la vie soit exaltante. Ce qui est paradoxal, c'est que Claude Bernard est quand même l'homme qui inspire Balzac, l'homme qui inspire Zola et qui inspire tout le roman expérimental du 19e siècle. Exactement, mais quand on regarde sa vie en tant que telle, il était passionné par son travail de laboratoire, il faisait des choses fantastiques, il avait même été sénateur, mais si on recherche un texte
du Sénat qui aurait pu être de lui, son émanation, il n'y en a pas. Il n'avait pas le temps. Ça ne devait pas l'intéresser. Et dans sa vie personnelle, il y avait une chose qui était intéressante, et qui est tout de même assez cocasse, c'est que lui qui faisait de la vivisection, parce que c'était à l'époque comme ça, a épousé donc une femme qui est devenue la première présidente de la SPA. Et donc il s'est un peu fâché avec ses filles et sa femme, dont il a divorcé d'ailleurs, pour certainement ces raisons-là. Et ça, donc mais, ça aurait pu faire l'objet d'une nouvelle, mais pas d'un roman. Oui, mais j'ai un ami d'ailleurs, Peter Wise, qui a écrit la vie romancée de Claude Bernard après. Donc toi tu as choisi Paul Bert. Alors moi j'ai choisi Paul Bert parce que d'abord en cherchant donc sur Claude Bernard, je suis tombé sur ses élèves. Et parmi tous ces élèves, il y avait ce nom, Paul Bert, qui pour moi disait quelque chose comme à pas mal de gens, puisque dans un grand nombre de villes en France, il y a des rues Paul Bert, il y a des collèges, il y a des écoles Paul Bert, et quand je fais une conférence sur Paul Bert et que je demande dans la salle qui a été dans un lycée ou un établissement scolaire Paul Bert, il y a toujours quelqu'un qui lève la main, mais qui ne sait pas, du tout qui est Paul Bert. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans le personnage, c'est qu'à la fois, Paul Bert a été, sur le milieu du 19e, un grand scientifique, mais également un grand homme politique. Tout à fait. Alors, ce que rappelle d'ailleurs, je suis en train d'essayer de me rappeler, donc c'est le président de la Fondation Paul Bert qui préface ton livre « Je suis Paul Bert », qui rappelle au passage à quel point ces découvertes sont encore d'actualité, parce qu'il y a de grands chercheurs dont les découvertes ont été ensuite... mais finalement, les travaux de Paul Bert... Les trois grandes découvertes, on peut les voir. La prochaine fois que vous prendrez que quelqu'un prend l'avion, ou un auditeur prend l'avion, il va voir le personnel navigant qui va dire en cas de dépressurisation d'un appareil, un masque à oxygène va tomber automatiquement, je connais ça à peu près par cœur. C'est Paul Bert. C'est Paul Bert. Parce qu'il travaillait sur les gaz du sang, il s'était donc aperçu qu'en montant en altitude, il y avait une diminution de la pression en oxygène, et que donc il fallait avoir un masque au cas de dépressurisation. Inversement, pour les plongeurs, et en Corse, il y en a pas mal, des plongeurs professionnels, ils doivent connaître l'effet Paul Bert, qui est en fait les hallucinations que l'on peut avoir au trop d'oxygène. Et puis également, il est à la base des paliers. D'ailleurs, une chose assez intéressante, c'est qu'en 1942, quand ce sont les Américains qui ont retrouvé les écrits de Paul Bert pour mettre au point de nouveaux sous-marins, sur la base ça, c'est tout de même assez extraordinaire. Tout de même, oui, j'ai cru comprendre que la NASA s'intéressait encore. Et il y a un prix, Paul Bert, à la NASA, alors que les Français l'ont complètement oublié. Et la dernière chose qu'il a faite, et c'est très important, puisqu'il était médecin aussi, il a été le premier, pendant la Commune de Paris, à utiliser les gaz, un mélange de gaz, du protoxyde d'oxygène, d'azote et d'oxygène, pour les opérations chirurgicales. Pour l'anesthésie. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était l'éther ou le chloroforme, et naturellement, les gens, ils se réveillaient en plein milieu d'une opération, c'était assez dramatique. Oui, c'est pas rien. Voilà. Un brillant scientifique dont les travaux sont toujours d'actualité. On va parler demain de son rôle historique, qui n'est pas moindre, et du personnage que tu en as fait. On se retrouve demain, William. Merci beaucoup. Merci, à demain. Bonjour à tous, bonjour William. Bonjour. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir William Rosten. Nous parlons ensemble de ses ouvrages, notamment 2 ouvrages consacrés à Paul Bert. Un roman, L'héritage de Paul, paru en 2007, coécrit avec Julien Freux, je crois, et réédité en 2012 chez l'Harmattan. Et puis, Je suis Paul Bert, un ouvrage paru chez aux éditions Jacques André, donc, dans lequel tu retraces le parcours de ce personnage. Tu nous as rappelé hier à quel point ses travaux scientifiques étaient importants et d'une grande modernité, bien qu'il soit paradoxalement assez oublié. Assez oublié aussi en ce qui concerne les aspects politiques, son engagement politique et les progrès fantastiques qu'il a permis à notre société. On connaît tous le nom de Jules Ferry, et pourtant, Jules Ferry, en te lisant, on a l'impression que c'est un petit peu un usurpateur quand même. Il n'aurait pas un petit peu tout piqué à Paul Bert ? Ils étaient dans le même parti politique, l'Union républicaine, et il y avait donc des tendances un peu différentes. Et Paul Bert était, disons, un peu plus à gauche, avec Schœlcher et Victor Hugo. Un peu plus anticlérical aussi, disons les choses comme ça. Ça, c'est arrivé, oui. Ça, c'est arrivé après. Après,
Mais ils étaient tous pareils. Et en fait, c'est vrai que Jules Ferry était beaucoup plus cool, un peu plus centriste, entre guillemets. Et d'ailleurs, était derrière Gambetta au départ. Il entre en politique avec Gambetta. Il entre en politique avec Gambetta. Mais ensuite, donc, à l'Assemblée, lorsqu'arrive le grand travail de Paul Bert, puisqu'il est devenu sous Gambetta ministre de l'Instruction publique et des cultes. Dont il ne reste pas longtemps, puisque non, 8 semaines, parce que le gouvernement de Gambetta est tombé. Mais en revanche, il reste député longtemps, et il est à l'origine de l'école publique. C'est le rapporteur de toutes les grandes lois qui régissent actuellement notre enseignement, en particulier la loi de la séparation des églises et de l'État. Qu'il ne verra pas lui-même promulguer, hélas, il meurt avant, mais dont il est l'un des pères. Oui, il est vraiment, alors qu'on disait que c'était Jules Ferry, mais par exemple, Jules Ferry était opposé dans le parti à ce que l'école soit obligatoire. Tout simplement parce qu'il était député des Vosges, il fallait que les enfants puissent travailler, etc. Dans les champs, alors que Paul Bert et Victor Hugo. Paul Bert veut que tout le monde y aille, les filles, les garçons, tout le monde. Et donc, il a été le rapporteur de tous ces grands textes qui sont naturellement anticléricaux, parce que à cette époque, il y avait la loi Fallou. Et oui, c'est contre les jésuites que... et c'était surtout contre les jésuites. Et l'une des raisons pour lesquelles on l'a critiqué de son anticléricalisme important, c'est vrai que quand vous êtes à la Chambre, il y avait deux grands partis, il y avait le parti clérical d'un côté, puis il y avait tous les autres. Et que les jésuites géraient tout cela, et les jésuites surtout ne permettaient pas à toutes les classes de la population et à tous les sexes d'aller jusqu'à des études supérieures. Et Paul Bert avait 3 filles. 3 filles, pas de garçons. Pas de garçons, et en plus on n'enseignait pas les sciences. Alors ça c'est intéressant, parce que tu fais dire à Paul Bert, puisque donc le récit se fait à la première personne, tu prends la parole, tu es Paul Bert, et tu deviens Paul Bert le temps du livre, et tu lui fais dire j'ai 3 filles, pourquoi est-ce que mes filles ne pourraient pas faire... Est-ce que Paul Bert, il a dit ça? Oui. Tu es sûr que, oui. Ce n'est pas toi qui... Non, c'est pas de l'empathie. Pas du tout, c'est dans ses écrits et dans sa famille où manifestement il voulait que tout le monde ait accès. D'ailleurs, il y a une phrase, je vais un peu la tourner d'une manière un peu différente parce que je me souviens plus parfaitement, mais il dit « Lorsque l'on éduque un homme, on éduque un homme, alors que lorsqu'on éduque une femme, on éduque une famille. » J'ai vu cette phrase, et ça, c'est très frappante. Assez fort et assez extraordinaire. Alors, il y a donc l'accès des filles aux études secondaires, il y a la création des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices. Exactement. Il y a énormément de choses qu'on doit... La base de ce qu'on appelle l'école laïque, la laïcité, c'est ça. Les enseignants n'ont plus à être liés à quelque église que ce soit. D'ailleurs, ce n'était pas contre obligatoirement l'église catholique, tout ça, c'était contre toutes les églises. Il faut qu'il y ait un enseignement laïque, il faut qu'il y ait des enseignants laïques, il faut qu'ils soient formés pour ça. Et puis, il a créé le certificat d'études. On ne le passe presque plus maintenant, mais à l'époque, c'était le niveau du baccalauréat de l'époque. Et il a fait véritablement plein de choses sur lesquelles notre enseignement aujourd'hui est fondé. Tu dis, donc il y a une phrase évidemment que tu mets en exergue, « La science doit devenir la directrice morale de notre société, se substituant aux croyances qui se meurent. » Là, par contre, il s'est un petit peu planté. On dirait que la laïcité est encore un combat aujourd'hui. On dirait que tout n'a pas... Enfin, cette évidence qui habite cette époque d'un progrès, d'une science qui va se substituer, qui va illuminer... Mais oui, parce que c'était... Ça semblait ils ont pensé à la République des savants à cette époque. C'est-à-dire que tout le progrès de notre vie ne passe que par la science. D'un côté, il n'a pas trop tort. Si on est aujourd'hui devant ces micros, par exemple, à parler, eh bien, si on n'avait pas eu des progrès scientifiques pour faire comprendre comment on peut faire marcher des micros et comment à alta frequenza on peut parler facilement, on n'aurait jamais été ensemble, par exemple, aujourd'hui. Donc, c'est un peu tout ça. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que la science, qui fait toujours peur d'ailleurs, on voit sur le nucléaire ou dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les discussions qu'il peut y avoir, comment la science peut faire avancer notre société. Et comme il était scientifique à la base, il n'a pas oublié. Il a d'ailleurs fait les premiers livres
scolaire de l'enseignement des sciences, en particulier de la biologie. Et pourtant, même si tu nous présentes là cet aspect lumineux de la science, tu ne fais pas non plus dans l'angélisme, on va en parler, on va continuer bien sûr à parler ensemble demain, on va aborder ton autre roman, et on verra que en même temps, si la science permet des progrès, elle est des fois aussi au service d'autre chose. Je te remercie William et je te dis à demain. Merci, à demain. Bonjour à tous, bienvenue dans Imprime. Bonjour William. Bonjour. Je reçois William Rosten toute la semaine. William, que vous pourrez entendre également en live à la médiathèque de Pietrosé le vendredi à 18h30, puisqu'il sera donc présent pour répondre à toutes vos questions. Il ira également à l'école primaire, je crois, de Pietrosé le matin. William, donc spécialiste en neurosciences, un parcours scientifique tout à fait remarquable, spécialiste du cerveau, et qui donc a écrit plusieurs récits scientifiques, historico-scientifiques, romans notamment, consacrés à l'histoire des sciences. On a parlé ensemble de Paul Bert, auquel tu as consacré 2 ouvrages. J'aimerais qu'on parle un peu de ton autre roman, Les Caprices du Nobel, sous-titré À la découverte du diabète et du stress, dans lequel tu brosses le portrait, alors toujours à travers un narrateur fictif, qui est le petit-fils du narrateur de ton roman sur Paul Bert, l'héritage de Paul. Je rappelle que bien sûr on peut retrouver tous les titres sur notre site internet ainsi que les podcasts si vous avez raté les premières émissions. Et dans ce roman, Les Caprices du Nobel, tu suis le travail de l'équipe de chercheurs qui a découvert l'insuline, on peut peut-être le dire comme ça, hein. L'une des plus grandes découvertes de la première moitié du 19e siècle avec les antibiotiques. Oui, alors... Parce que tout le monde mourait du diabète. De la première moitié du XXe siècle. Oui. J'ai dit du 19e. On était au 19e, non mais c'était hier le 19e siècle. Oui, aujourd'hui on est au 20e. Oui, je me suis trompé. On avance tellement vite dans l'histoire. Et ce qui est... D'abord, ça se passe au Canada, cette fois-ci. À Toronto. À Toronto. Et j'étais intéressé par cette découverte parce qu'elle a beaucoup marqué le monde entier. Et en particulier parce que là, on se rend compte de ce que peut être la vie des chercheurs dans un laboratoire, qui est un microcosme qui ressemble à notre société, où il y a des batailles internes, des relations parfois extrêmement dures, et aussi très amicales. Aussi, alors c'est très très frappant parce qu'en fait tu as donc il y a d'abord une intrigue. Ces gens réussiront-ils à percer bien sûr le mystère du diabète, et puis ensuite ils continuent. Alors ils travaillent sur les hormones, ils travaillent sur le stress. Il va y avoir il y a Fred Banking et Charles Best. Il y a le professeur MacLeod qui est le patron qui va recevoir le prix Nobel en même temps que Frédéric Banking, mais le mérite-t-il? Telle est la question, alors qu'il lui a mis des bâtons dans les roues au début. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est un feuilleton terrible. Il y a deux disciplines pour lesquelles la remise du prix Nobel pose souvent des questions. Le prix Nobel de la paix, pour des raisons politiques souvent, et deuxièmement celui de physiologie, qui s'appelle toujours physiologie d'ailleurs, hein, Bernard, qui correspond à la médecine. Et médecine. Pourquoi ? Parce que Alfred Nobel, dans son testament, avait bien stipulé que le prix Nobel ne pouvait être donné qu'à 3 personnes, maximum. Et souvent, les sciences, elles évoluent en fonction des idées. Et des idées qui sont dans l'air, finalement. Oui. Alors, il est parfois très difficile, et on l'a vu récemment encore, il est très difficile de dire qui est véritablement celui qui soit a eu l'idée, celui qui a fait la grande découverte, celui qui a fait avancer les choses. Et dans le cas de l'insuline, il y a eu cela, puisqu'il y a eu pas mal de chercheurs, en particulier un Roumain, qui a dit « mais c'est moi qui ai été le premier à découvrir ça ». Et ensuite... Il y a quelqu'un qui avait même mis sous pli scellé... Oui, c'est ça, en France, exactement. Ça, hein, voilà. Oui, mais il avait publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, de la Société de biologie, dont tu as rappelé tout à l'heure que j'étais... la dernière fois que j'étais président, avait déclaré que, voilà, il y a une substance dans notre pancréas qui peut diminuer les taux de sucre dans le sang.
Donc en fait, voilà, on décèle ce pli et on découvre. Exactement. Et donc, alors on a l'impression qu'en fait, et puis il y a même au sein même du laboratoire, il y a les enjeux de pouvoir, les enjeux humains. Alors il y a énormément d'affection et des relations très très fortes entre ces hommes, mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple parce que justement l'obtention du prix Nobel, par le fait que Alfred Nobel avait donné un certain nombre de critères pour l'obtention du prix Nobel, faisait que là ils étaient au minimum 4 à mérité d'obtenir le prix Nobel. Et il ne pouvait pas être 4. Il ne pouvait pas être 4. Et donc le comité Nobel a fait des choix. Il a fait le choix du directeur de laboratoire, ce qui est un peu normal d'ailleurs, parce que c'est tout de même lui qui avait lancé l'idée, et puis Frédéric Bentin qui avait été vraiment à la base. Par contre, son jeune étudiant, Charlie Best, comme il était étudiant en médecine, il ne l'a pas eu. Et en fait, celui qui l'aurait mérité, c'est le 4e larron qui s'appelle Colip, qui a été celui qui a d'abord qui a purifié l'insuline et qui ensuite a découvert un tas d'hormones dans notre corps. Et puis il y aura Hans Selye qui, lui, tu le dis, nominé 20 fois. Oui, alors Hans Selye est venu après parce que c'était un élève justement de ce monsieur Colip, qui est le père du stress. C'est lui qui a découvert ce mot qui est galvaudé maintenant, que tout le monde utilise. Et il a décrit très correctement tous les symptômes et tout ce que recouvre en fait ce mot stress que l'on peut avoir. Voilà. Et le tout, alors il y a ces hommes, les enjeux de pouvoir entre ces hommes. Donc du coup, évidemment, ton roman se lit, on a toutes ces tensions humaines. Et en même temps, il y a le contexte, la guerre, les enjeux de pouvoir, le fait que ces hommes, les recherches de ces hommes, l'armée s'intéresse évidemment aux recherches de ces hommes. On n'a pas le temps évidemment d'aller au bout maintenant. On en reparle demain, bien sûr. On se retrouve, William, demain. Et je vous dis à demain dans InPrime. Eh bien, à demain. Bonjour à tous, bienvenue dans InPrime. Bonjour William. Bonjour Anouk. Alors cette semaine, j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de recevoir William Rosten, directeur de recherche à l'INSERM, spécialiste en neurosciences, président de la Société de biologie et qui écrit des romans. C'est fou, non? Bonjour William. Bonjour. Donc, William, je tiens à rappeler tout de suite, parce que c'est très frustrant de se quitter si vite, que les auditeurs qui auront envie d'en savoir plus et de t'écouter encore nous raconter des histoires peuvent évidemment lire tes livres, 2 romans publiés chez l'Harmattan, donc un consacré à Paul Bert, l'héritage de Paul, et puis Les caprices du Nobel, à la découverte du diabète et du stress, dont nous avons parlé hier, les 2 chez l'Harmattan. Il y a aussi donc Je suis Paul Bert, la biographie de Paul Bert chez Jacques André, et un petit ouvrage sur le cerveau, dont je voudrais bien on n'a pas encore parlé, avant de revenir peut-être sur le diabète et le stress. J'aimerais que tu nous dises un mot de ce choix d'écrire pour les enfants, puisque le vendredi, donc vendredi, tu dois rencontrer des enfants des écoles, je crois, ici. Alors j'aimerais qu'eux aussi sachent à quoi s'attendre. Pourquoi est-ce que tu as envie de parler aux enfants du cerveau ? Oui, alors ce petit livre qui sort, qui vient juste de sortir. Aux éditions Le Pommier, oui. Collection Mini-Pomme. Il y a 50 petits livres comme ça, et au début, je ne voulais pas écrire comme ça. C'est naturellement encore un de mes amis qui a dû dire à l'éditeur « Mais je connais quelqu'un qui écrit des petites histoires. » Mais tu n'as pas dit non. Alors pourquoi est-ce qu'un homme aussi occupé que toi n'a pas dit non ? Eh bien, je n'ai pas dit non, parce que d'abord, j'ai des petits-enfants qui ont l'âge de lire ces livres. Et la façon dont c'était mené, et je vais tout de même le raconter, parce que c'est très intéressant, je trouve que c'est original. Avant d'écrire quelque chose qui est en fait une petite histoire. Mais la petite histoire, elle est fondée sur ce que on dit les enfants. On est allé avec mon collègue Jacques Eppelbaum dans 2 classes, des CM1, des CM2, des CE2, et l'institutrice et les instituteurs leur avaient un peu parlé du cerveau. Et donc, eux ont posé des questions. Et en fait, nous avons écrit une histoire uniquement sur les questions qu'ils ont posées. D'accord. Donc leur centre d'intérêt. Qui prend la forme d'un rêve. Qui prend la forme d'un rêve, parce que l'une des questions principales, quand on leur parle du cerveau, est ce qui les intéresse, mais pourquoi on rêve ? Ça, c'était la première question. Pourquoi on est somnambule ? Et puis, pourquoi on a des émotions ? Par contre, les maladies du cerveau et tout, ça ne les intéresse absolument pas. Ils ont tout à fait raison d'ailleurs, parce que le cerveau se porte souvent très très bien. Et donc, à partir de là, on a écrit une petite histoire qui est un peu basée sur Le Petit Prince, d'ailleurs, parce qu'il y a de l'imaginaire. Et il rencontre un monsieur, parce que c'est juste avant les vacances. Et souvent, un enfant, ou nous aussi, quand on va s'endormir,
Donc il y a le sommeil aussi. Quand on va s'endormir, on se souvient juste de ce que l'on a fait dans la journée ou de ce qu'on a lu, par exemple. Et souvent, on dit, tiens, tu vas lire une histoire avant de t'endormir. Donc il lit cette histoire. Et puis, il mélange naturellement tout ça avec l'histoire qu'il y a dans le livre. Il va devant une agence de voyage qui s'appelle l'agence de Monsieur Neurone. Et c'est Monsieur Neurone qui va les emmener, 4 petits-enfants, les copains de la classe, à travers le cerveau. Mais c'est un voyage bien sympathique. Alors, une chose qui me frappe, c'est que donc il y a cet ouvrage, il y a l'ouvrage de vulgarisation, il y a le roman. Tu as dit, quand je t'ai posé pendant une de nos premières émissions la question pourquoi le roman, que tu cherchais aussi à toucher un plus large public. On sent chez toi vraiment cette volonté de transmettre au plus grand nombre, cette volonté didactique, hein, je pense en tout cas de transmission de tout ce que dans ce que tu fais. J'aimerais bien savoir un peu comment toi aujourd'hui tu perçois le rôle moral, la place du chercheur, du scientifique dans une société. Comment tu te positionnes par rapport aux questions d'éthique? D'abord, un chercheur, en général, lorsqu'il fait partie d'un organisme, est payé par l'État. Et donc, on est redevable de savoir ce que l'on fait et pourquoi l'argent qui a été mis, entre guillemets, sur nous, sur nos salaires ou sur notre recherche, peut être utile. Et à nouveau, au lieu de rester, comme on l'a souvent reproché, dans une tour d'ivoire où on utilise un vocabulaire que personne ne comprend, je pense que c'est notre rôle, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actions maintenant. Il y a la fête de la science qui a justement lieu cette semaine. Cette semaine, précisément, c'est à cette occasion, je ne l'ai pas dit. On a la semaine du cerveau, nous, au mois de mars, régulièrement. J'avais d'ailleurs fait une conférence à Ajaccio, au Palais des Congrès, là-dessus. Et on continue comme ça, et je pense qu'on devrait tous, en plus de l'enseignement que l'on fait au niveau universitaire, essayer de toucher toutes les classes de la population. Et le cerveau, c'est merveilleux parce que c'est imaginaire. C'est un peu comme les astronomes ou les astrophysiciens qui arrivent à raconter des histoires. Moi, je suis fasciné par les histoires qu'ils peuvent raconter à partir parfois de pas grand-chose sur les étoiles. Voilà. Je suis bien d'accord, et c'est vraiment un plaisir, parce qu'évidemment tous les chercheurs ne le vivent pas sur ce même mode. Non, parce qu'on a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas parfois tout faire. Mais on a un âge pour ça aussi. Je pense que tu dois en avoir plus. À mon avis, tes recherches ont dû te permettre de trouver une faille dans le continuum spatio-temporel, parce que manifestement tu as le temps d'écrire des romans. Des fois c'était pas été simple dans la vie familiale, mais bon, ça c'est le cas. Ça c'est une constante. J'ai remarqué que tous les personnages de tes romans finissaient quand même par avoir un petit peu des difficultés à gérer leur vie privée. Mais j'ai surtout voulu remercier les femmes de chercheurs dans certains livres, parce que c'est quelque chose. Et de nos jours aussi, les époux de chercheurs. Et de nos jours, ça ne change absolument pas. Alors que c'est les épouses ou les époux, d'un côté ou de l'autre. Parce que c'est un métier qui est très prenant, qui est captivant. Et quand on adore ce métier, on le fait à 100%. On les remercie, et on te remercie vraiment de cet effort pour transmettre et partager ce que tu as. Foncez tous à la médiathèque de Pietrosé, là, sur la plage du Roupione. C'est un endroit extrêmement agréable. En plus, à 18h30, grâce à Hélène. Et le site naturel était déjà pas mal, mais Hélène, évidemment, apporte beaucoup. Donc, c'est à 18h30, ce vendredi 9 octobre, que vous pourrez y voir William Rosten. Toutes les émissions que nous avons enregistrées ensemble peuvent être réécoutées sur le site internet en podcast, sur le site bien sûr d'Alta Frequenza. Merci William, et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup de m'avoir invité, Anouk. Au revoir. Au revoir.